Les amis, c'est parti, on commence la review d'actualité. Alors déjà, Bitcoin qui tire un peu la tronche, hein. On était au-dessus des 28 000 $ depuis maintenant plusieurs semaines, on était dans un bon mood, on était bien parti, et non, il a fallu que ça s'arrête. Alors encore une fois, on est quand même au-dessus des 25 000, on est bien loin des 19 000 $ qu'on a été titillé début mars. En attendant, on a quand même quitté, on était au-dessus des 30 000 $ et on les a quittés exactement... C'était il y a à peu près 4 jours que le marché a commencé à se retourner un petit peu. Est-ce que c'est durable ou non? Encore une fois, je n'en sais strictement rien. Je vous rappelle que je ne fais pas justement d'analyse technique. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le débrief hebdomadaire de Xavier Fenot sur sa chaîne où il parle systématiquement chaque semaine du marché crypto, en tout cas quand il y a ce genre de variation. C'est Apple qui annonce lancer un compte épargne pour ses clients. Apple propose un taux d'épargne à 4,15%. Alors c'est normal parce que c'est backé par des T-bills, c'est backé par des bons du trésor, c'est backé par très clairement ce que propose la Banque centrale pour essayer de prémunir à l'inflation. En attendant, ça ne durera pas, mais pendant un moment, autant vous dire qu'Apple qui propose un rendement à 4,15%, ça va attirer beaucoup de liquidités, il faut bien le comprendre, et ça risque de devenir l'une des plus grosses banques au monde. Et autant dire qu'ils se lancent progressivement dans les services financiers, mais ça va très rapidement devenir la plus grosse structure financière. Ils ont déjà un système pour payer en plusieurs fois, donc ça va vraiment prendre de l'ampleur, je pense. C'est quelque chose d'assez fou qui va se lancer, et je pense réellement qu'on parlera d'Apple comme un géant de la finance dans les années à venir. Les amis, on avance. Le Parlement européen vote en faveur de MiCA et pose les jalons de la première réglementation à grande échelle. J'ai fait une vidéo pour expliquer qu'est-ce que MiCA, qu'est-ce que ça engage. Globalement, c'est une régulation d'harmonisation entre tous les pays de l'Union européenne qui vont pouvoir tous proposer les mêmes services crypto avec les mêmes obligations et on pourra s'adresser en tant que société européenne à toutes les entreprises de l'écosystème européen. Donc ce sera un marché unique et autant vous dire que depuis que ça a été voté, donc le jeudi 20 avril, les entreprises ont 18 mois pour se conformer et ce sera le cas de la plupart des structures. En tout cas, on a plusieurs boîtes qui sont PSAN, qui sont enregistrées en France, et autant vous dire qu'on a bien prévu d'être régulé à ce moment-là. Les amis, on avance. Une étude d'Ipsos, KPMG et l'Association pour le développement des actifs numériques, assez folle, puisqu'elle révèle que 9,4% des Français détiennent de la crypto-monnaie, contre 14% dans un autre pays européen, mais ça reste quand même assez fou, et surtout, ça donne un très gros chiffre de l'adoption, parce que c'est quand même une hausse de 17% par rapport à l'année dernière. Il y a plein de métriques, hein, ont déjà eu 11% des crypto-monnaies, 26% comptent en avoir, 5% pour les NFT, 12% comptent en avoir, 6% pour les stablecoins et 5% sont intéressés par en avoir. Réticents ou ne connaissent pas, 63%, 83% pour les NFT. C'est Forge, une entité régulée en tant que prestataire de services d'actifs numériques en France, qui appartient à la Société Générale. Et oui, et c'est Forge qui annonce lancer un stablecoin qui s'appelle le Coin Vertible, convertible, vous l'avez compris, c'est-à-dire le URCV, et qui a fait un petit peu réagir, mais je veux nuancer ça. Les amis, tout le monde leur crache dessus, je me dois d'arriver et de donner quelques informations. Oui, ils ont sorti un stablecoin. Oui, il y a de vraies choses que l'on peut critiquer, comme par exemple le fait que chaque transaction sur le réseau fait qu'ils doivent eux-mêmes valider la transaction et qu'ils doivent eux-mêmes la valider sur la blockchain Ether. Bref, ça, c'est technique, pour moi, c'est réellement critiquable, mais il y a un truc que les gens critiquent et c'est pourtant évident. Les gens ont naturellement pu ouvrir le code de ce stablecoin, parce qu'il est sur la blockchain Ether, il est donc totalement transparent. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui se sont rendu compte qu'à tout moment, la Société Générale pouvait geler, friser ces fameux stablecoins. Et il y a des gens qui disent, mais c'est pas vraiment un stablecoin libre, c'est un stablecoin euro proposé par une banque qui peut le geler à tout moment. Oui, mais c'est exactement la même chose pour USDC, mon pote. Hein. C'est juste ça que je veux dire. Je dis pas que c'est une bonne chose, je dis pas que c'est décentralisé, je vous dis juste que réveillez-vous, pour être en conformité avec la loi, une banque et un établissement financier qui émet un stablecoin se doit de respecter des obligations de gel des avoirs, des obligations de LCB, donc de lutte contre le blanchiment d'argent, et des obligations de lutte contre le financement du terrorisme. Donc tout ce qui est gel des avoirs, LCB-FT. Et toutes ces obligations-là sont des obligations que tu ne peux pas faire sur un stablecoin si tu ne mets pas ces fonctions. Attention, je vous dis pas que c'est cool ou que ça l'est pas. Je vous dis juste que les gens leur ont reproché plein de choses et des choses que j'entends et que je comprends totalement, mais pour la plupart des choses qu'on leur reproche, on peut les reprocher également sur USDC et sur USDT, quoi. Bref, en tout cas voilà, faut une whitelist, tout le monde peut pas l'utiliser, pour l'instant c'est entre établissements financiers, à suivre. D'ailleurs, moi ça m'intéresse dans un certain cadre et je pense que je vais échanger avec eux, mais en attendant, c'est vrai que pour ceux qui s'attendent à ce que ce soit pas centralisé, tout repose ici, hein. Faut simplement le savoir, il faut l'avoir en tête, quoi. Pour le coup, un stablecoin bancaire, il sera pas décentralisé, hein. Là, faut pas aller le chercher si tu cherches de la décentralisation, mais c'est pas leur but non plus, quoi.
Les amis, on est arrivé au bout de cette actualité. Je vais vous faire le petit moment sponsoring. Je vous rappelle que j'essaye de communiquer avec un maximum de transparence. C'est donc un live qui a été sponsorisé. Je vais vous parler quelques minutes de Retrib, qui est une crypto-monnaie qui est développée et qui a été créée par un entrepreneur français, qui est un bon copain, qui s'appelle Jérémy Le Petit, et je vais vous en parler quelques petites minutes. C'est une initiative qui a quelques années maintenant et qui a beaucoup évolué depuis son lancement. Globalement, c'est une fintech qui a pour but d'apporter beaucoup plus d'équité dans les moyens de paiement. Aujourd'hui, c'est carrément utilisé dans certaines boutiques en France, dans certains magasins, et l'objectif, c'est tout simplement de générer des frais de transaction et de reverser 33% de ces frais de transaction pour la bonne cause. En l'occurrence, c'est le modèle qui a été déployé par Jérémy depuis le début, et ces 33% ont été redistribués dans plusieurs causes humanitaires. D'ailleurs, chaque utilisateur de Retrib peut, sur son application mobile, parce que vous avez une application mobile Retrib qui est téléchargeable, et vous allez pouvoir tout simplement dire, quand vous générez des transactions ou quand vous faites des paiements, les frais qui vous sont prélevés, tout simplement pour quelle initiative est-ce que vous voulez choisir d'apporter de la liquidité. C'est basé sur la blockchain Phantom, donc une blockchain beaucoup moins énergivore que d'autres blockchains puisqu'elle est en proof of stake, et le concept de paiement est très simple, hein, c'est un paiement par QR code, très basique chez les commerçants qui l'acceptent. Ils sont partenaires avec un géant suédois des paiements en ligne, donc c'est leur partenaire qui va gérer tout le côté fiat, tout le côté on-ramp et off-ramp en fait si vous voulez, et sur le côté on-chain, comme je vous l'ai dit, c'est carrément sur la blockchain Phantom qui est ERC20 compatible au niveau du format. En l'occurrence, ils ont un token, le token TRIB, qui apporte une certaine gouvernance en fait au projet, mais également qui vous permet de faire du stacking et qui vous permet du coup de flécher les fonds et de participer à ce développement global, sachant que le token a de plus en plus vocation à avoir des utilités pour les utilisateurs du projet et pour ceux qui s'y investissent pleinement. Donc voilà, c'est une alternative moyen de paiement, ça me plaît parce que je pense réellement que le paiement c'est le premier truc qui aurait dû bouger grâce à la blockchain et les cryptos, et on en est encore loin. On utilise des fois un petit peu le Bitcoin pour payer, on utilise un petit peu la technologie de la blockchain, mais c'est pas ce qui est le plus utile finalement, dans le sens où les gens se sont très vite tournés vers des solutions on-chain, vers des solutions DeFi, vers des solutions beaucoup plus complexes, alors que le paiement très basique, je me souviens encore de l'époque où il y avait du Lydia qui était très utilisé, où il y avait du Pumpkin, et je voyais ces applications-là, je les avais entre les mains et je me suis dit attends, la blockchain existe déjà, c'est très clairement la version 2 du paiement, et je pense que ça va remplacer très rapidement le paiement de tous les jours, et je pense qu'à terme, ce sera très clairement des applications comme celle-ci, ou des applications qui utilisent la blockchain et qui seront totalement scalables, qui vont remplacer les applications qui permettent juste de faire du paiement instantané via application bancaire, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi la blockchain est beaucoup plus adaptée à ce besoin-là que le besoin de mettre une application et de payer 3 € ton virement instantané, quoi.